L'Ukraine a une histoire aussi riche que mouvementée. Son territoire, traversé par le Dniepr, est situé à la croisée des influences européennes et asiatiques, et a été le théâtre de nombreuses conquêtes, révoltes et luttes pour l'indépendance. Berceau des nations slaves, l'Ukraine a toujours été tiraillée entre son identité propre et la domination des puissances étrangères. Aujourd'hui, elle est au centre de l'actualité mondiale, avec l'invasion russe de 2022, qui est en réalité l'aboutissement de tensions géopolitiques et historiques profondes. Comprendre l'histoire de l'Ukraine, c'est donc comprendre les racines du conflit actuel, mais aussi la résilience d'un peuple qui, malgré les siècles d'oppression, continue de défendre son indépendance et son identité. Je vous propose donc de vous la raconter en 10 minutes. À l'origine, cette région est peuplée de Slaves de l'Est, mais elle finira par se faire envahir par les Varegs, des Vikings venus de Scandinavie. Cette invasion, elle permet notamment à ce peuple de prendre le contrôle des routes reliant la mer Baltique à la mer Noire, ce qui fait de cette région un carrefour commercial important. D'après les chroniques des temps passés, un texte médiéval russe, c'est un certain Riorik, un chef vareg, qui aurait fondé la dynastie des Riorikides et aurait posé les bases de ce qu'on appelle alors la Rousse, en s'installant à Novgorod vers 868. Son successeur, Oleg, décide d'aller encore plus loin et capture Kiev en 882 en faisant la capitale d'un nouvel État, la Rousse de Kiev. L'apogée de cette nation arrive sous Vladimir le Grand, qui adopte le christianisme orthodoxe en 988 après s'être allié à l'Empire byzantin. Et ce choix, il va façonner durablement la culture ukrainienne et slave, qui est particulièrement ancrée dans l'orthodoxie. Son fils, Yaroslav le Sage, développa encore plus l'État, transformant Kiev en une grande métropole européenne et codifiant ses lois, connue sous le nom de Rouskoïa Pravda. Mais après la mort de Yaroslav, des querelles affaiblissent la Rousse. Et en 1240, c'est la catastrophe, parce que c'est à ce moment-là que les Mongols d'un certain Batu Khan envahissent et détruisent Kiev, mettant fin à cette nation. Malgré tout, son trésor culturel perdure, car encore aujourd'hui, Ukrainiens et Russes se disputent son héritage, Moscou prétendant être son successeur, alors que Kiev affirme que la Rousse était avant tout un État ukrainien. Après la destruction de la Russe de Kiev, le territoire de l'Ukraine est passé sous l'influence de plusieurs puissances. On a par exemple au XIVe siècle le cas du Grand-Duché de Lituanie qui va envahir une grande partie du territoire. Oui, le petit pays qu'on connaît aujourd'hui a un sacré passif de guerriers. Puis, en 1569, avec l'union de Lublin, l'Ukraine passe sous la domination de la Pologne, qui impose alors sa langue et le catholicisme, créant ainsi des tensions avec la population orthodoxe. C'est dans ce contexte qu'émergent les célèbres Cosaques Zaporog, des guerriers semi-nomades vivant dans les steppes du sud. Rebelles, indépendants et défenseurs de la culture orthodoxe, ils deviennent une force militaire redoutée dans tout le monde connu. Et ces fameux guerriers, ils vont jouer un rôle clé dans l'histoire du pays, car en 1648, une grande révolte contre la Pologne éclata, aboutissant à la création d'un État cosaque, l'Hetmanat. Cependant, cet Hetmanat était très fragile, ce qui poussa le leader de la révolte, un certain Khmelnytsky, à demander l'aide de la Russie et signa le traité de Pereyaslav en 1654, plaçant l'Ukraine directement sous la protection russe. Ce traité, il aura de lourdes conséquences pour la population ukrainienne, puisqu'elle tomba progressivement sous le contrôle de l'Empire russe. Et à partir du XVIIIe siècle, les différents tsars et tsarines de Russie, dont notamment Pierre le Grand puis Catherine II, vont abolir l'autonomie des Cosaques, supprimant l'Hetmanat définitivement en 1764. Dès lors, l'Ukraine est totalement intégrée à la Russie. Sa culture est progressivement réprimée, l'usage de la langue ukrainienne est interdit dans l'administration et l'éducation, et l'identité nationale est minimisée au profit d'un concept d'une seule nation russe. Cependant, toute l'Ukraine n'est pas entièrement passée sous le contrôle du pays. En effet, certains territoires à l'ouest de l'Ukraine, comme la Galicie ou la Bucovine, sont occupés par l'Empire austro-hongrois des Habsbourg. Malgré tout, c'est dans ce contexte d'occupation qu'un mouvement national ukrainien va commencer à émerger, mais toute tentative d'autonomie était brutalement réprimée par Moscou. Ainsi, à la veille du XXe siècle, l'Ukraine est divisée. À l'ouest, un nationalisme ukrainien en plein essor sous l'Autriche-Hongrie, et à l'est, la russification forcée sous l'Empire russe. Mais tout va changer avec la révolution russe de 1917. Alors que l'Empire russe est en pleine Première Guerre mondiale, celui-ci va s'effondrer au cours d'une première révolution et l'Ukraine saisit alors l'opportunité pour revendiquer son indépendance. C'est comme ça qu'en novembre 1917, la République populaire d'Ukraine est proclamée. Mais la situation est chaotique puisque les différents événements ayant lieu en Russie empêchent l'Ukraine de bien se développer. En effet, suite à une deuxième révolution cette même année, cette fois-ci communiste, c'est désormais une guerre civile qui se déroule dans le pays. C'est la naissance de la fameuse URSS. Ainsi, avec un voisin dans une situation aussi instable, l'Ukraine se retrouve à devoir gérer des bolcheviks, des nationalistes ukrainiens, des forces armées blanches ennemies des communistes et même des Allemands qui s'affrontent pour le contrôle du pays. Et en 1918, après un bref soutien allemand, l'Ukraine devient une dictature militaire, avant qu'un soulèvement ne ramène un gouvernement républicain. Mais en 1919, les bolcheviks envahissent finalement l'Ukraine et instaurent un régime soviétique. Après une guerre sanglante, en 1921, l'Ukraine est à nouveau partagée.
l'Ouest est annexé par la Pologne, tandis que l'Est devient la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui finit par être intégrée à l'URSS en 1922. Cette courte période d'indépendance, bien que chaotique, reste un symbole fort pour les Ukrainiens qui se souviendront de cette lutte lorsqu'ils réclameront à nouveau leur indépendance des années après. Mais avant cela, ils vont connaître un véritable enfer. Car après son intégration à l'URSS en 1922, l'Ukraine subit une soviétisation brutale. Dans les années 1930, le dictateur Staline imposa la collectivisation agricole, forçant les paysans à céder leurs terres à l'État. Ceux qui résistaient étaient alors arrêtés ou exécutés. Entre 1932 et 1933, cette politique entraîna une famine massive, connue sous le nom de Holodomor. Les récoltes étaient alors réquisitionnées par Moscou, laissant la population locale mourir de faim. On estime ainsi que entre 3 à 5 millions d'Ukrainiens ont perdu la vie à cause de ces événements. Un drame considéré encore aujourd'hui comme un génocide par Kiev. En parallèle, Staline lança des purges contre l'élite intellectuelle et politique ukrainienne. Écrivains, enseignants et militants étaient alors arrêtés et envoyés au goulag. L'identité ukrainienne était à nouveau sévèrement réprimée, posant les bases d'une rancune durable envers le régime soviétique. Puis, c'est la Seconde Guerre mondiale qui viendra frapper les Ukrainiens. En 1941, dans le cadre de l'opération Barbarossa, l'Allemagne décida de rompre le pacte de non-agression avec l'URSS pour l'attaquer. Un de ses objectifs était d'envahir le Caucase pour s'emparer des ressources minières de la région pour soutenir l'effort de guerre. Et pour atteindre le Caucase, il fallait obligatoirement passer par l'Ukraine. La région devint alors un véritable champ de bataille crucial lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands qui ont occupé le pays considéraient les Ukrainiens comme des sous-hommes et exploitèrent brutalement le pays. Des millions d'hommes ont ainsi été envoyés aux travaux forcés en Allemagne et des massacres ont été commis, notamment à Babi Yar, où près de 33 000 juifs ont été exécutés en seulement quelques jours. Cependant, certains nationalistes ukrainiens, comme un certain Stepan Bandera, espéraient profiter de l'invasion pour obtenir l'indépendance. Mais le dictateur allemand refusa toute autonomie ukrainienne et réprima durement les groupes nationalistes. Une résistance s'organisa alors, à la fois contre les Allemands et contre les Soviétiques. Cependant, la défaite décisive des troupes germaniques à Stalingrad alla changer le cours de la guerre définitivement. En 1944-1945, l'armée rouge reprend le contrôle de l'Ukraine après des combats dévastateurs. À la fin de la guerre, le pays est en ruine, mais Staline impose à nouveau sa domination, réprimant violemment à la fois ceux qui avaient collaboré avec les Allemands et ceux qui avaient combattu pour l'indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine resta sous la domination de l'URSS et devint un centre industriel stratégique. De nombreuses villes se développèrent grâce aux industries minières et sidérurgiques. En 1954, pour marquer le 300e anniversaire du traité de Péréaslav dont on a parlé juste avant, Khrouchtchev décida d'offrir la région de la Crimée à l'Ukraine, un geste symbolique qui deviendra plus tard, comme vous le savez, une source de conflit avec la Russie. Mais malgré cette modernisation, la répression politique continua. Toute expression du nationalisme ukrainien était sévèrement punie. Dans les années 60-70, on a de nombreux dissidents, tels qu'un certain Vassil Stous, qui militèrent pour les droits de l'Ukraine, mais qui furent emprisonnés ou déportés au goulag. Mais en 1986, tout allait changer, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Kiev. Le 26 avril de cette année-là, en effet, à 1h23 du matin, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosa et provoqua la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire. Cette tragédie, qui est responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes et qui continue encore de tuer aujourd'hui, fit l'effet d'une bombe dans la vie politique russe, révélant à la fois les mensonges du gouvernement, son inefficacité et son mépris pour la population locale. D'abord cachée par Moscou, la gravité de la situation éclata au grand jour lorsque l'Europe détecta des radiations anormales sur ses territoires. L'inaction initiale du régime et la gestion chaotique du désastre brisèrent la confiance des citoyens, notamment en Ukraine et en Biélorussie. Il faut également ajouter à ça l'énorme coût économique du nettoyage et des indemnisations qui aggravèrent la crise financière soviétique, tandis que la Glasnost, la politique de transparence de Gorbatchev, permit aux médias de critiquer ouvertement le gouvernement. Ainsi, en 1990, la contestation atteint son apogée avec la création de la RUK, un mouvement d'indépendance ukrainien qui exigea la sortie de l'URSS. Et lors du référendum de 1991, plus de 90% des Ukrainiens votèrent pour l'indépendance, marquant ainsi la fin de l'URSS. Gorbatchev lui-même, l'ancien dirigeant de l'URSS, a reconnu que Tchernobyl a joué un rôle clé dans la chute du pays. Mais indépendance ne signifie pas transition facile. Durant les années 2000, l'Ukraine oscille entre la Russie et l'Europe. Ainsi, en 2004, la révolution orange éclate après des élections truquées en faveur du candidat pro-russe Viktor Yanukovych. Les manifestations massives permirent l'élection de Viktor Yushchenko, pro-européen, mais le pays resta divisé. En 2010, Yanukovych revint au pouvoir et renforça les liens avec Moscou. Mais en 2013, il refusa de signer un accord avec l'Union européenne, provoquant une nouvelle révolte, la révolution de Maïdan. Après des mois de manifestations, Yanukovych fut en Russie en février 2014.
Poutine, furieux de voir l'Ukraine se rapprocher de l'Europe, annexa la Crimée en mars 2014 après un référendum contesté. Dans l'est du pays, des séparatistes pro-russes déclenchent une guerre dans le Donbass, soutenue par Moscou. Ce conflit a fait près de 13 000 morts en quelques années. Mais malgré cela, l'Ukraine se rapprocha encore plus de l'Europe et de l'OTAN, réformant son armée et son économie. Et en 2019, Volodymyr Zelensky, un ancien comédien, est élu président promettant de lutter contre la corruption et de ramener la paix. Dans cette situation, le 24 février 2022, la Russie lança une invasion totale de l'Ukraine, espérant capturer Kiev en seulement quelques jours. Et la suite, vous la connaissez. Alors, évidemment, l'histoire de l'Ukraine, elle est bien plus complexe que ça. Chaque période regorge de détails, d'événements et de figures historiques qui mériteraient des heures d'analyse. Ici, je voulais simplement parler des grandes lignes, celles qui permettent de comprendre comment l'Ukraine s'est construite, comment elle a lutté pour son indépendance et pourquoi elle est aujourd'hui au cœur des tensions géopolitiques mondiales. Ce récit, il met en lumière les racines profondes du conflit actuel, l'héritage de la Rousse de Kiev, les siècles de domination étrangère, l'impact du soviétisme et enfin la volonté ukrainienne de choisir librement son avenir, souvent contrariée par son voisin russe. Bien sûr, l'histoire est toujours en mouvement et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine s'inscrit dans une continuité historique. Mais avec ces éléments en tête, chacun peut mieux comprendre les enjeux, au-delà des discours politiques et médiatiques. Car comprendre l'histoire de l'Ukraine, c'est aussi comprendre le combat de tout un peuple pour sa liberté et sa souveraineté. Merci encore de m'avoir écouté, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 1000 abonnés et ça fait évidemment super plaisir. Je prépare une vidéo FAQ pour l'occasion où je répondrai à chacune de vos questions, alors n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Lord Clap.